une minorité numérique très importante dans le monde. Merci beaucoup Charles de ces propos éclairants. Merci. C'est un magnifique regard qui nous permet de nous interroger sur la loi et sur la manière dont cette loi nous interpelle pour faire société. Alors, je m'adresse à vous le public. Est-ce qu'il y aurait des réactions suite à l'intervention de Charles, une question, une remarque? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Pas pour l'instant. Très bien, monsieur le député. Allez. Merci. Je suis en désaccord sur un point qui est celui de la nécessité d'une nouvelle loi. À mon avis, il y a deux raisons qui justifient cette nouvelle loi. La première, et vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut changer le champ sémantique, moi j'utilise un terme qui est assez simple, qui est le droit à la normalité. Il n'y a pas des enfants qui sont inclus à l'école et des enfants qui vont à l'école. Je veux dire qu'il y a cette espèce de forme de ségrégation sémantique qui conditionne aussi les esprits et les représentations. Et je reprendrai une citation de Saint-Exupéry qui dit « L'avenir, il ne faut pas le prévoir, il faut le permettre ». Et la grande difficulté de cette loi de 2005, c'est que c'est une grande promesse républicaine qui se heurte à la réalité des faits. Et quand on doit faire l'évaluation, et le travail que fait Sébastien est évidemment extrêmement nécessaire, on peut la faire aussi à des petits signaux faibles. Quand vous recevez une personne qui a une difficulté sur un dossier MDPH, elle vous sort de sa poche ou de son sac à dos un dossier qui fait 20 à 30 cm d'épaisseur. Est-ce que ça, c'est quelque chose de normal? Vous avez, par exemple, sur certains dispositifs, des barbarismes comme la RSDAE, qui fait qu'il est parfois plus intéressant de ne pas travailler pour une personne en situation de handicap que de retrouver un emploi. Vous avez des problématiques qui ne sont pas abordées dans la loi de 2005 et qui sont, à mon avis, nécessaires, de guidance parentale, de père aidance, de vieillissement des personnes en situation de handicap. Il y a un impensé aujourd'hui sur les personnes handicapées vieillissantes qui ne sont pas adressées. Donc, une nouvelle loi, elle aurait la vertu de réactualiser tout ce qui n'est pas encore pensé. Est-il normal, quand on a un enfant porteur de troubles de l'attention et de l'hyperactivité, de ne pas pouvoir bénéficier en tant que parent de la méthode Barclay, par exemple, qui est reconnue par l'Haute Autorité de Santé, parce qu'en fait, les droits sont assujettis à l'enfant et non pas aux parents. Donc il y a des nouveautés, des réactualisations à opérer. Et puis, il y a une question qui est simple, c'est l'effectivité. Moi, je suis assez heurté par ces grandes lois très verbeuses, réponse accompagnée pour tous, zéro sans solution, qui se heurtent au mur des réalités qui sont des années d'attente avant d'avoir une place en IME, des difficultés innombrables et extrêmement variées. Donc je pense qu'il faut un peu plus de modestie et peut-être avoir aussi à un moment donné recours à la sanction. Moi en venant, j'ai croisé 3 ou 4 radars, je ne sais pas si le département des Landes est le département où il y a le plus de radars, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Et en fait, si vous ne respectez pas la loi, vous êtes sanctionné. Si j'avais roulé à 95 alors que c'était limité à 90, j'aurais pris un PV. Aujourd'hui, en tant que parlementaire, quand on a été candidat, il y a une loi qui, par exemple, prévoit depuis 2022 qu'on ait une profession de loi en facile à lire et à comprendre. Moi, sur ma circonscription, j'étais le seul à avoir une profession de loi en facile à lire et à comprendre. Les autres candidats n'ont pas respecté la loi. Alors, je les ai battus, donc peut-être que c'était un signe du destin. Mais en tout cas, il n'y avait pas de sanction. Si on dit que demain, les candidats qui ne respectent pas ça, ils sont inéligibles, j'ai peut-être l'intuition que tout le monde va la respecter. Et donc peut-être faut renforcer ce côté sanction aussi, et la loi aurait cette vertu. Et enfin, elle aurait une troisième vertu, c'est que, je parle sous le contrôle de Sébastien, qui me contredira s'il n'a pas la même analyse, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte politique qui est quand même extrêmement inédit, et qu'à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, on a quand même beaucoup la sécurité, l'immigration, puis parfois l'immigration, puis parfois la sécurité. Et on parle assez peu des enjeux du handicap. On a eu ce 11 février qui était un moment un petit peu de grâce, parce que là, il y a eu quand même pas mal d'actualités. Puis après, on a eu, je ne sais plus, la guerre en Ukraine, et puis après, on a eu Donald Trump, puis après, on a eu Marine Le Pen avec les sanctions. Puis demain, on aura peut-être Donald Trump qui voudra annexer le Groenland. Non, ça, il l'a déjà prévu. Et donc, vous voyez, on a cette actualité qu'on ne maîtrise pas, cette grille événementielle qui nous échappe, et peut-être la volonté, en tout cas moi, c'est une initiative que j'espère pouvoir voir aboutir, d'avoir une nouvelle loi, ce sera déjà inscrire à l'ordre du jour, et puis avoir cette réactualisation, plus de sanctions, et cette modernisation. C'est pour ça que j'ai un point de vue qui est un petit peu différent, mais on est obligé de pousser très fort. Sébastien est un acteur important, mais il ne doit pas être le seul.
C'est le premier député en fauteuil, mais il y a des députés aussi avec des situations de handicap différentes, peut-être invisibles. Il y a aussi des personnes qui ne sont jamais représentées, qui le seront très difficilement. Je pense notamment aux questions de handicap psychique. Michel Barnier avait eu cette vertu de poser la santé mentale comme une grande cause. Oui. On en voit mal les effets, c'est aussi des personnes en situation de très forte vulnérabilité. Donc il y a énormément d'enjeux à adresser, et peut-être que la loi est plus une excuse pour faire progresser effectivement la vie des gens, avec humilité, mais avec utilité. Merci. Alors justement, bon, Sébastien, on t'a beaucoup évoqué. Avant que tu répondes, parce que c'est important aussi d'avoir ton regard, puisque tu travailles beaucoup sur cette loi. J'aimerais aussi, puisque j'en ai parlé tout à l'heure quand tu t'es présenté sur ton actualité, parce que je trouve ce point aussi intéressant dans le contexte, ce qui t'est arrivé et ce pourquoi tu as déposé plainte, notamment, légitimement. J'aimerais quand même que tu rappelles la cause de cette plainte, parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, et que ça renvoie quand même, cette histoire-là, elle est assez troublante et choquante, elle renvoie quand même à des zones très très sombres de notre humanité. Juste un petit mot sur ça quand même, et puis revenir sur la loi, et la manière d'ailleurs dont la loi peut nous protéger sur ce genre de choses. Ça, je ne sais pas si la loi peut nous protéger de ça. Oui, dans ma présentation, j'aurais dû me présenter comme l'heureux futur participant de l'action T4, donc qui est l'action d'extermination des personnes handicapées par les nazis. C'est ainsi qu'un blogueur néo-nazi m'a préparé un chouette programme, on va dire. Bon, c'est quelque chose qui, effectivement, quand on découvre ce message avec toute l'horreur qu'il y a, et puis pour le coup, une période de l'histoire que l'on connaît peu. Parce que c'est vrai que quand on parle de la question de cette période-là, on entend beaucoup parler de l'extermination des juifs, des tziganes, des homosexuels, mais c'est vrai que la question des personnes handicapées est peu évoquée. C'est quelque chose d'assez particulier parce que pour le coup, c'est Hitler lui-même qui en avait demandé l'action, et c'est l'Église qui a commencé à dire que ça faisait un petit peu de bruit et ça faisait mauvais genre, donc en fait ça s'est arrêté à un moment. Mais en France, ça a existé tout autrement, où on a abandonné dans des institutions, dans des établissements, des personnes handicapées qui sont mortes de faim. Il y a des personnes qui sont mortes avec des traitements, des surdosages de médicaments. Et voilà, et c'est une réalité. Et donc oui, on se retrouve avec l'extrême droite, alors qui est pas à l'aise, hein, pour le coup, en France, avec cette question-là, et de ce qu'a pu dire sur ce blog cet individu. Mais quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, parce que tu parlais de Trump, bon, quand il met fin à tous les crédits autour de l'inclusion, et toute la recherche autour de l'inclusion, on a beaucoup parlé des questions de genre, on a parlé des transsexuels, on a parlé des LGBT, mais on n'a pas parlé du handicap. Et en fait, tous les budgets sont coupés sur les mots handicap. Donc ça veut dire que toute la recherche aux États-Unis sur les questions de handicap ne peut pas se faire. Donc voilà aussi une idéologie qu'il y a. Et puis, enfin, pour terminer rapidement là-dessus et revenir sur notre sujet, sur ce blog, cette personne commence, enfin il y a eu un drame en Dordogne avec un double meurtre d'une maman et de sa fille, commis par un Rachid, mais un Rachid qui entendait des voix. Mais a priori, le fait qu'il entendait des voix n'était pas tellement un sujet, mais qu'il s'appelle Rachid, oui. Et on voit comment, à partir de là, cette personne vient dérouler toutes ces thèses abjectes. Et il fait référence à ma boucle d'oreille, avec donc des propos homophobes, et sur la question du handicap. Et je crois que ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que si on cède sur un, on ouvre la porte à tout le reste. Et je crois que la question, et c'est peut-être ce qui revient pour aller dans ce qu'a évoqué Charles dans son propos, c'est la question des droits. Et c'est vrai que sur la question du handicap, et puis on a un débat de est-ce qu'il faut une loi. Alors oui, il va falloir aménager, réactualiser la loi. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il faut une nouvelle grande loi? Et là, très certainement pas. Et de toute manière, on ne l'aura pas. Il n'y a pas la volonté politique actuellement du gouvernement, donc ça n'arrivera pas.
Maintenant se pose la question de nous. Est-ce qu'on peut être suffisamment force de proposition pour oui? Moi, j'ai lancé cette mission d'évaluation et début juillet, nous allons avoir le rapport. Et à partir de là, nous allons pouvoir repérer ce qui peut se faire au niveau législatif, parce qu'il va falloir actualiser la loi, parce que dans ce que tu as évoqué, Charles, il y a notamment dans la définition du handicap. Il faut la revoir. Parce que dans ce que tu as évoqué, tu as plus parlé de la définition de l'ONU que de celle de la loi de 2005. Et effectivement, la loi de 2005 a une vision qui est très centrée sur la question médicale. Et on voit bien que dans l'idée de l'aménagement qui se passe par la compensation et l'aide humaine, vient renvoyer à une situation individuelle, et on voit que la question sociétale et environnementale est laissée de côté. Et c'est ce que tu as très bien développé. L'enjeu aujourd'hui est précisément de bouger ça, parce que cette définition de l'ONU vient dire que ce n'est pas qu'une situation physique qui vient engendrer un handicap, mais qu'un environnement qui n'est pas adapté vient générer lui aussi un handicap. Et il faut prendre la mesure de ça. Si on fait la moyenne avec les 12 millions de personnes en situation de handicap, on a 16% de la population qui est en situation de handicap. 16%. Ce qui est considérable. Donc ça veut dire que toute décision qui est prise aujourd'hui et qui n'est pas accessible, quelles qu'en soient les raisons, et si ce sont des raisons budgétaires, elles ne seront absolument pas entendables. Ça veut dire que toute personne qui prend cette décision-là fait le choix d'exclure 16% de la population. En fait, ça, ce n'est pas entendable. Et effectivement, le handicap est la première cause de discrimination en France. Et il faut en prendre la mesure. C'est la première. C'est un sujet qui est effectivement important, et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a cette question de la définition du handicap, mais il y a la question des sanctions, tu l'as évoqué. Et là, effectivement, on a eu je ne sais combien de délais, et aujourd'hui, en fait, c'est plus possible. Déjà, ce n'est plus possible, c'est ce que j'évoquais, d'entendre qu'on puisse utiliser des arguments. Et quand on voit qu'aujourd'hui, enfin moi j'habite en Dordogne, à Sarlat, on l'a évoqué tout à l'heure, alors avec les pavés, les beaux bâtiments, les je ne sais quoi, donc on se retrouve avec des bâtiments qui ne sont pas rendus accessibles. Et tu l'as évoqué, tu as parlé d'un bâtiment sur deux. Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est 40%. C'est pas 50, c'est 40. Et dans les 40, il y en a la moitié qui ont des dérogations. Et ils sont mis dedans. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été rendus accessibles. Ils ont une dérogation. Donc ça veut dire qu'il n'y en a que 20% en 20 ans qui ont été rendus accessibles. Et on se retrouve à chaque fois avec une dérogation sèche. Et quand on ne peut pas installer une rampe, on ne va même pas faire l'effort de s'assurer que ce soit accessible pour tous les autres handicaps. Et on voit que ça, c'est un sujet. Mais si on prend l'exemple, et excusez-moi pour ce soir, on a une rampe. Mais si nous avons quelqu'un de sourd aujourd'hui, ce soir, comment peut-il lire tout ce qui est dit là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient signer? Non. Et on voit bien que dans toutes nos organisations de réunion, nous n'avons pas intégré cette question-là. On voit bien que dans tout aménagement de la ville, nous n'avons pas intégré cette question-là. C'est ce que tu évoquais sur la question de la formation. C'est un sujet essentiel. Il n'y a pas besoin de loi pour ça. On n'a pas besoin de passer par une nouvelle loi pour cette question-là. Mais on le voit dans toutes les questions d'aménagement de ville. On se retrouve aujourd'hui avec énormément de techniciens dans les villes qui ne sont pas formés. Et puis il faut arriver à se former sur des doubles enjeux, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la question du réchauffement climatique et la question de l'accessibilité viennent emmener des contraintes qui viennent se heurter. Par exemple, une cour d'école végétalisée, bon, pour un fauteuil, c'est l'enfer. Et il faut arriver à produire là-dessus une expertise, un savoir. Tu évoquais la question d'une recherche, et une recherche peut-être européenne, mais c'est quelque chose qui est essentiel et qui doit descendre. Et donc là, voilà. Et après, sur la question, enfin le chantier, je te rejoins tout à fait. Le chantier principal, c'est celui de l'école. Et aujourd'hui, l'école, bon, on l'a dit, enfin, pour tous ceux qui ont un enfant en situation de handicap, il est dans l'école inclusive. Et les autres enfants sont à l'école. Et donc, tant qu'on aura cette distinction-là, ça ne fonctionnera pas.
Et effectivement, aujourd'hui se pose la question de comment on réfléchit, parce qu'il faut arriver à prendre la mesure que depuis 20 ans, et la situation a évolué, tu l'as dit, et effectivement, il y a 3 fois plus d'enfants en situation de handicap qui sont scolarisés. Et ce qui est plutôt une bonne chose. Maintenant, à quel prix les enfants sont scolarisés? Et on scolarise des enfants aujourd'hui avec des personnes qui ne sont pas formées, ou que peu, ou tard, qui n'ont pas de statut, et avec des enseignants qui, eux, ne le sont pas, ni en formation continue, ni en formation initiale, et tu l'as évoqué. Donc, l'enjeu principal aujourd'hui pour intégrer nos enfants les plus vulnérables, c'est avec des personnes qui ne sont pas formées. Voilà la manière dont on le fait. Bon, quand un enfant est dans une institution, il y a des professionnels qui ont des bac plus 3, bac plus 5 qui sont présents. Là, on a des personnes qui ont au mieux 2 jours de formation. Enfin, il faut arriver à prendre la mesure de cette question-là. Quand on regarde en Italie, par exemple, quand il y a un enfant en situation de handicap, il n'y a pas plus de 20 élèves dans une classe. Et il y a 2 enseignants. Un spécialisé et un enseignant. Et donc, quand on arrive à le penser comme ça, mais ça ne résout pas tout. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a un enfant dyslexique, il se retrouve avec un document écrit dans une note police qui va lui être fourni. Il n'a pas le même manuel. Et ça, c'est un sujet. Il y en a aujourd'hui qui travaillent sur un programme universel, accessible. Et que ce soit dans l'outil même du programme, que ce soit dans la manière et la pédagogie, et je crois que ce sont des choses aujourd'hui qu'il faut arriver à faire. Et on se retrouve à un moment démographique important, parce qu'on a moins d'enfants qui vont être scolarisés, avec le vieillissement de la population aujourd'hui, et je crois que c'est l'enjeu précis de pouvoir diminuer le nombre d'enfants dans les classes, et puis quand on voit de toute manière la difficulté qu'ont les enfants en dehors du handicap aujourd'hui au niveau de l'accès au savoir, je pense qu'on y gagnera tous. C'est ce qu'a évoqué Charles tout à l'heure, la question de la rampe, mais elle peut bénéficier à tout le monde, et je pense qu'un programme adapté pour tout le monde pourrait permettre ça. Et donc là, ce sont des enjeux, mais là, pour le coup, on ne peut pas le faire dans une loi, parce que ce sera quelque chose de beaucoup plus conséquent. Merci beaucoup. Et moi, avant de vous poser, on peut applaudir. On peut vraiment l'applaudir. On peut tous vous applaudir. C'est des sujets tellement sensibles. Avant de vous poser une question que j'ai reçue, je voudrais m'adresser à Jean-Michel, parce que donc là, on a fait le point sur la loi, sur ce qu'elle devrait permettre, mais comme est-ce que tu organises de faire découvrir des lieux à travers le monde, de proposer ces voyages, de proposer du sport, de faire des choses ensemble, est-ce que vous avez les moyens de compenser, alors des moyens financiers par exemple, pour compenser justement tout ce que vous avez besoin pour transporter les handbikes, pour avoir tous les véhicules, les accompagnants, les aidants qui vous permettent justement de pouvoir réaliser les rêves de tous ces jeunes ou moins jeunes de parcourir le monde. Est-ce que la loi vous y aide? Et s'il y a cette loi, est-ce que vous en avez les moyens? C'est bon. Vas-y Jean-Michel. Les moyens, en fait, nous, on a survolé cette loi, parce que depuis 1980, en 90 qu'on a créé cette association, puisqu'on revenait d'un voyage, on était partis 14 copains, et on était au Maroc, on a fait 15 jours de raid sportif, quoi, et on avait tous des 4x4, ce qui nous permettait d'accompagner notre matériel. Mais quand on est revenu, on s'est dit, ce qu'on a fait là, c'est vraiment génial. Et pourquoi le faire d'une façon égoïste? On va le faire découvrir à d'autres. Donc on est allé dans les milieux de la rééducation fonctionnelle, dans les centres, et on a parlé de ça, et on voulait refiler du peps à ceux qui venaient de basculer dans le monde du handicap, pour leur dire, écoutez, nous, on sera peut-être vos grands frères, on va vous accompagner, vous allez voir, ce que vous allez vivre, c'est génial. Et donc on a eu beaucoup d'échos, et on a entraîné beaucoup de monde. Et ça leur a donné un élan dans la vie, comme un tremplin, qui leur a permis de reprendre goût à la vie. J'ai beaucoup de courriers de parents, de mamans qui nous ont écrit comme quoi elles étaient enchantées.
Alors, les moyens qu'on y a mis, non, on a mis les nôtres. Parce que c'est des choses simples. On va dans des pays, notamment sur l'Afrique du Nord, parce qu'on aime bien ce terrain de jeu qui nous est très favorable et où on nous laisse tranquille, et puis qui est très hospitalier d'une part et qui ne coûte pas très cher au final. On fait des bivouacs sauvages, donc on n'a pas besoin d'hôtellerie. On amène voilà, nos lits de camp, notre bassine pour faire la toilette. C'est du simple. Jean-Michel, tu nous dis que tu utilises plus la fraternité Oui. que les dispositifs Oui. de la loi Oui. pour te permettre de financer. Voilà, et quand tu parlais des aidants, en fait, les aidants, c'est tous. Nous, on est par une quarantaine, une cinquantaine, voilà, on les limite quand même. Mais il n'y a pas d'aidants, on est tous ensemble dans la différence, c'est notre slogan. Pourquoi? Qu'on soit valide, handicapé, on ne fait pas des ghettos. Et c'est peut-être là qu'est le secret. En fait, tout le monde participe, et tout le monde a un rôle. C'est ce qui est important, c'est de rendre la personne utile. Donc si tu ne conduis pas le 4x4 ou si tu ne fais pas du fauteuil roulant, d'athlétisme, ben, tu vas marcher ou faire du vélo ou alors tu feras la popote le soir. Mais quand on a dans nos équipages, chaque personne a un rôle. Voilà. Et cette utilité que retrouve la personne, c'est ça qui l'a fait grandir. Et qui la différencie pas des autres, mais on est tous égaux. Voilà. En gros, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu. La loi, oui. Tu montres aussi qu'il y a la loi, il y a son contexte et la manière dont on va la vivre, et peut-être même d'aller au-delà, en utilisant la fraternité comme... La fraternité, parce qu'en fait, nous on demande une petite participation à chaque personne. Si on part 15 jours, bon, évidemment, il y a un voyage, il y a dans les 200 €. Le reste, on essaie de trouver du sponsoring et on l'a aisément. Ouais, je ne me plains pas. Et tu n'as pas fait de dossier au Conseil départemental des Landes pour leur demander des subventions, parce que j'ai vu qu'il y en avait 2 ou 3 ici. Là, les dossiers de 8 pages, là, compliqués. Les dossiers de 8 pages. Compliqués, il faut compliqués. Que 8, il y en a parfois, ils font 30. Bon, merci. Oui, vas-y Sébastien, tu veux réagir, après j'ai une... Très rapidement, enfin, dans cette question, on voit que selon le type de handicap que l'on a, on peut justement faire fonctionner la solidarité. Mais qu'il y a des situations qui justement vont coûter beaucoup plus cher. Et on voit que sur la question de trouver une utilité, effectivement, alors tout dépend qui définit la question de l'utilité. Mais c'est surtout d'avoir sa place et d'être reconnu à sa place, quelle que soit sa situation. Et c'est ça, l'égalité des droits, et pas juste peut-être sur la question de l'utilité, parce que là encore une fois, on le voit, parce que la grande question du handicap, et on a pu le voir avec les Jeux paralympiques, c'est-à-dire qu'on arrive à le valoriser dès que la personne va dépasser une performance. Et que finalement, là où il pourrait se retrouver, entre guillemets, empêché, pour reprendre la définition de Charles, dès qu'on vient le dépasser, là, il y a quelque chose qui vient le valoriser. Et tous les autres? Quelle place ont-ils quand ils ne peuvent pas le faire à travers le sport, à travers le travail ou quoi que ce soit? Et elle est là, la question. Et on voit bien que là-dedans, on vient déplacer dans les institutions, loin du regard, dans la famille, enfermé dans son appartement. Et là, je crois qu'on ne doit pas s'appuyer sur la question de la solidarité ou de l'entraide. C'est-à-dire que l'État doit y répondre de sa part. Et là, il faut avoir les moyens. Et effectivement, il faut que ce soit moins compliqué de pouvoir remplir un dossier. Mais quand je vois la bataille, par exemple, sur le remboursement des fauteuils, là, on a eu une bagarre, mais vraiment importante, avec le gouvernement et au-delà du gouvernement, avec la direction de la sécurité sociale, pour une histoire de 200 millions. C'est rien. C'est strictement rien pour permettre à tout le monde d'avoir un accès à la ville, à sa citoyenneté. Et on vient chipoter sur cette question-là. Et on voit bien que la question elle est véritablement là. Et ce n'est pas une histoire d'argent. C'est absolument pas une histoire d'argent. Parce que quand on voit le nombre de choses qui ne coûtent rien et qui ne sont pas faites, c'est quand même quelque chose de scandaleux. C'est-à-dire que quand on voit à l'Assemblée, parce que je me suis retrouvé le premier député en fauteuil roulant, on avait le vote assis levé, qui existait depuis l'écriture de la Ve République. C'est-à-dire que pour voter dans certaines situations, il faut se lever pour voter pour. Et à aucun moment, la présidente s'est dit « Tiens, merde, il y a un mec qui est en fauteuil et il ne peut pas se lever. » Et quand je l'ai interpellée, elle m'a dit « Bah, t'as qu'à lever la main. » Mais oui, je peux lever la main. Et ce n'est pas un problème pour moi. Mais quelle est l'image qui est envoyée? Quelle est l'image qui est envoyée de se dire que pour pouvoir voter dans cet établissement, dans cette assemblée, il faut pouvoir se lever? Et c'est quelque chose qui est complètement ridicule, d'autant plus qu'on a des boîtiers pour, contre, abstention. C'est quand même assez simple. Tout le monde peut appuyer dessus. C'est très facile.
Et on voit bien que, alors il a fallu que je le demande pendant plus d'1 an pour que ce soit inscrit. On l'a voté à l'unanimité, mais la semaine dernière, le Sénat ne l'a pas voté. Les sénateurs l'ont refusé et ont dit que c'était à la personne en question qui devait exprimer autrement son vote. Et là, on est au cœur du problème. Est-ce que c'est à l'environnement de s'adapter ou est-ce que c'est à la personne de s'adapter? Nous, justement, Sébastien m'a devancé sur les empêchements. Alors effectivement, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Avec ta situation que tu nous as expliquée tout à l'heure, tu pars donc dans les vagues, sur une planche, pour faire du parasurf. Alors déjà, moi, si je me mets à la place de ton papa, je peux vous dire que j'aurais un peu la trouille. Bon. Mais alors, comment ça marche? Parce que je suppose que Pita ne te suit pas sur la planche, il ne doit pas venir avec toi dans l'océan, il serait peut-être en difficulté, je ne sais pas. Comment ça se passe? Est-ce que tu te sens empêché sur la planche ou est-ce que tu as quelqu'un qui vient t'aider, qui vient compenser certaines choses? Comment ça marche? Et est-ce que tu penses que justement l'État français, la société, t'aide à pouvoir vivre pleinement ta passion en toute sécurité? Alors, du coup, moi, je suis accompagnée par mon coach dans l'eau, qui est à 3 mètres de moi environ sur une autre planche, et qui me décrit absolument tout, mais sans aucun contact physique, sinon je peux être pénalisée. Et c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que mon coach n'a pas toujours des disponibilités, enfin pas toujours les mêmes que moi en tout cas, donc les entraînements ne sont pas réguliers, puis ça a un coût. Et pour vous donner une idée, une année pour faire toutes les compétitions dans le monde, ça coûte 85 000 € minimum. Donc ça coûte en fait le double que pour un surfeur valide, étant donné qu'on est accompagné et qu'on doit payer les frais à notre binôme aussi. Et c'est vrai que ça, c'est à nous de chercher les personnes qui nous accompagnent, comme FMS par exemple. et c'est compliqué. Hop là. Ok. Merci. Et c'est vrai qu'en termes de reconnaissance de l'État, on s'est rendu compte qu'on n'était pas perçus comme les personnes valides parce qu'on est double champion du monde, du coup, avec l'équipe de France. Et en général, les équipes qui représentent notre drapeau tricolore, qui sont champions du monde, sont invitées à l'Élysée ou au moins reçoivent un petit message de notre cher président pour nous féliciter. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu cette reconnaissance-là, qui est quand même quelque chose de grand. Et on était tellement fiers de représenter notre beau drapeau, on aurait aimé avoir cette reconnaissance-là. Donc on a envoyé des mails, mais on n'a rien reçu depuis 2023. Et c'est vrai que c'est dur parce qu'on se dit, est-ce qu'en fait nos performances en tant que personnes en situation de handicap valent moins que les personnes valides? Et c'est assez compliqué. Ouais. C'est très émouvant, oui. On peut l'applaudir. C'est émouvant et on trouve ça assez injuste, n'est-ce pas, Charles? C'est-à-dire, dans ce que dit Sébastien tout à l'heure, s'agissant du vote assis debout, du refus des sénateurs, et dans ce que vous dites, Lou, on pourrait ne voir que des anecdotes, mais c'est hautement symbolique. C'est hautement symbolique, c'est-à-dire qu'il y a des obstacles, des empêchements qui n'ont aucune légitimité. Aucune légitimité. Et c'est ce qui crée la situation d'injustice. On a beau, effectivement, acter une loi sur l'égalité des chances, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et ce que vous dites, c'est tout à fait vrai aussi. Votre performance, elle est doublement importante. Vous franchissez des difficultés personnelles pour arriver au meilleur niveau. Vous êtes triple champion du monde, c'est ça? Sur un tour professionnel en individuel. Incroyable. Voilà. Et puis, vous devez pleurer, supplier pour avoir une reconnaissance des responsables de l'État. Vous voyez, on se dit qu'il y a quelque chose. Et ce qui trouble le plus, et ce qui empêche aussi l'effectivité, c'est l'incohérence. On est dans pleine incohérence. Je ne vois pas pourquoi le Sénat serait bousculé par ce que tu proposes, tout à fait légitimement, les députés non plus. Et qu'est-ce qui bousculerait le fait qu'à l'Élysée, on reçoit nos champions qui sont dans l'universel.
et qui sont pas. Votre performance est tellement belle, elle n'est pas entachée par votre situation spécifique. Et donc, c'est l'incohérence. Et il y a autre chose, et vous le disiez tout à l'heure, Sébastien Saint-Pasteur, vous disiez, il y a des choses qui ne se légitiment pas aussi. Quand on parle d'un enfant à l'école, hein, je ne vois pas ce qui est légitime qu'on dise un enfant est en inclusion scolaire et l'autre enfant est scolarisé. Qu'est-ce qui est le légitime? Ce sont deux enfants, l'un est passé à travers d'une difficulté particulière, l'autre la porte en lui, ils sont tous les deux scolarisés. On n'a pas besoin d'un terme supplémentaire. Ils sont scolarisés. Ils vont à l'école. Quelqu'un qui travaille, il a accédé à une vie professionnelle. Il travaille. Les uns travaillent, les autres sont en inclusion professionnelle. Les uns scolarisés, les autres sont en inclusion scolaire. Ça n'a pas de sens. Et toutes ces incohérences-là, elles achèvent de troubler la compréhension de ce qu'on voudrait pour une société pour tous. Alors ensuite, moi j'ai bien entendu ce que vous avez dit, hein, Sébastien Saint-Pasteur, sur le fait que moi ce que je voulais exprimer, et je respecte complètement votre point de vue, parce que c'est comme ça qu'on progresse avec la confrontation des points de vue, je n'ai pas le sentiment d'avoir raison, j'ai l'impression que c'est plus un durcissement que vous proposez, une actualisation, peut-être un complément, qu'une nouvelle loi. Mais c'est peut-être, je comprends peut-être mal ce que vous exprimiez tout à l'heure, et je m'excuse. Moi, je suis absolument d'accord avec vous sur le renforcement des sanctions, parce que la notion de sanction, culturellement, elle est soit positive, soit négative. Une sanction positive, c'est une gratification. Et une sanction négative, c'est on dirait une verbalisation. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je me dis, est-ce que ça passe par une nouvelle loi? Est-ce que ça passe par une actualisation, éventuellement un durcissement du contrôle de la loi? C'est ça ma question. Je peux vous la renvoyer? Je peux vous... Voilà. Si je peux. Oui, Monsieur le modérateur. Vas-y, assez rapidement, pardon. Avec modération, donc. Voilà. Très très vite. En fait, en gros, il y a des choses... La loi, en fait, j'entends, c'est pas une grande loi, en fait. C'est quelque chose de très simple et de très humble qui permet de faire avancer positivement la vie des gens. On est quand même dans un contexte, et les exemples qui ont été cités démontrent que la représentation nationale, elle n'est pas, pardon de le dire comme ça, mais elle n'est pas folle aujourd'hui hein, sur ces sujets-là. Quand on voit sur le vote assis debout, mais c'est choquant. Je veux dire, Nietzsche disait « les évidences sont les pires ennemis de la vérité ». C'est le cas. C'est-à-dire que sur quelque chose qui n'a aucune incidence financière, qui n'a quasiment aucun impact, parce que c'est quand même un procédé qui n'est pas utilisé tous les jours à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il n'y a même pas la capacité symboliquement de se sentir obligé de le faire. Enfin, c'est totalement fou, ça me dépasse complètement. Donc sur ça, moi, je peux être que consterné. Et après, sur le reste, dans l'espace politique qui se présente à nous, moi, j'ai la faiblesse de dire que... on va essayer, en tout cas c'est comme ça moi que j'essaye de conduire mon mandat, d'être utile, même modestement, à faire progresser positivement les choses. Parce que j'ai vu trop de personnes en situation de handicap qui étaient dans des situations complexes pour faire valoir leur droit à la retraite, des familles sur la question des aménagements d'examen qui sont acceptés quand c'est le brevet, qui sont refusés quand c'est le bac, alors que le handicap n'avait pas bougé d'un iota. Donc il y a plein d'incohérences comme ça. Donc si on peut mettre un petit peu plus de cohérence, j'aurais fait humblement avancer les choses avec mes collègues. Et voilà tout ce que je souhaite porter. Après, c'est vrai qu'on n'est pas sur la nécessité d'une nouvelle grande loi, mais on est sur une loi d'amélioration modeste et concrète du quotidien des gens. Moi, je suis très très attaché à ça, et je crois que c'est une ambition presque civilisationnelle de vouloir faire en chose, c'est cette question du droit à la normalité, parce qu'il y a aussi, et Sébastien l'a très justement évoqué, une hétérogénéité des situations qui fait que sur certains cas, on a évidemment des incidences financières qui sont plus, on a des questions sur le polyhandicap qui sont évidemment beaucoup plus complexes, sur des handicaps psychiques qui sont assez mal adressés aujourd'hui, et donc il faut essayer de faire avancer là où on peut le faire. Et puis après, s'il faut une nouvelle loi ou du règlement ou de la sanction, à la limite, peu importe, c'est une excuse pour qu'on traite le sujet, parce que j'ai peur qu'il soit enterré une fois qu'on aura ces 20 ans qui vont passer, ces 50 ans qui vont passer, on passera à autre chose et la cause ne progressera pas. Voilà, très modestement. Donc on est d'accord, on l'exprime juste un peu différemment. J'espère avoir été suffisamment concis. Monsieur le modérateur. Merci beaucoup. Alors, il est 20h30, on a dépassé le temps. Non, j'aimerais bien que si quand même il y a une intervention ou deux, on puisse interagir.
Donc il y en a une, j'arrive tout de suite. Donc si vous pouvez vous présenter, je sais que c'est pas simple. Non, si, ça va aller. Ça va aller? Ne vous inquiétez pas. Bon. Bonsoir, Catherine Beaulieu, conseillère municipale, en charge du conseil local du handicap. J'ai une question, mais avant de poser la question, je voudrais dire à Monsieur Pétaville, pour le rassurer, en fait, en ce qui concerne la langue des signes, ça a été notre préoccupation pour ce soir. Je suis d'accord avec vous, des fois on n'y pense pas, mais pour le coup, ce soir, nous y avons pensé, mais nous n'avons trouvé personne. Parce que sur le secteur, c'est 3 dames qui sont sur Bayonne et qui sont. Il y en a une en arrêt maladie et ben voilà. Donc il n'y a pas assez de personnes formées à l'interprétariat et là aussi il faudrait peut-être agir. Voilà, c'était juste ça. En ce qui concerne les sanctions, moi je suis d'accord, mais il faut que les sanctions soient à la hauteur. Parce que si c'est pour comme les bateaux qui dégazent dans la Méditerranée, mais qui préfèrent dégazer parce que ça leur coûte moins cher que de payer, que de payer une sanction. Voilà, il faut que les sanctions soient vraiment plus que symboliques, c'est-à-dire une vraie sanction. Et après, pour la langue des signes, ça veut dire aussi que dans nos budgets municipaux ou départementaux, ça veut dire qu'il faut y penser en amont. C'est-à-dire que là, pour ce soir, on avait fait faire un devis, c'était 500 €. Si on fait que 10 fois dans l'année, c'est 5 000 €. Entre vous et moi, c'est possible. Donc, c'est une question en fait de bon sens et je ne trouve pas le terme, de systématisme, quoi. Quand on fait quelque chose, on pense au handicap. Quand on fait n'importe quelle action, qui peut être sportive, on pense comment les personnes en situation de handicap vont venir. Quand on fait une pièce de théâtre, on pense comment les personnes le soir peuvent se déplacer en fauteuil. Mais c'est valable aussi pour les personnes âgées, c'est valable aussi pour les mamans solo. Et ça m'amène à ma question. Vous avez parlé, monsieur, tout à l'heure, des associations militantes qui étaient présentes, et moi je travaille beaucoup avec elles. Et moi j'ai une vue sur le handicap qui n'est pas du tout médico-sociale. Moi j'ai une vue citoyenneté, côté citoyenneté. Et moi je me dis que comment faire bouger les lignes? Alors bien sûr, renforçons la loi, faisons votre travail de législateur, il n'y a aucun problème, bien au contraire. Mais sans le citoyen qui se bouge, avec ces associations, nous obtiendrons rien, ou des clopinettes. Et moi, je crois beaucoup, et on en parle de plus en plus, de ce terme d'intersectionnalité. Et moi, je pense beaucoup à l'intersectionnalité des luttes. Parce qu'on peut être handicapé et femme et être battu par son mari, on peut être handicapé et lesbien, on peut être, voilà, on peut cumuler, et on peut aussi être intéressé, être handicapé et être intéressé par sa voisine qui est lesbienne ou son voisin qui est racisé. Donc, et tout ça, quand on parle du handicap, on doit le regarder sur l'œil de la discrimination, qui est un scandale, c'est des droits de l'homme. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et moi, je pense que les associations militantes devraient se rapprocher des autres associations. Et nous, pour donner qu'un exemple, Fierté Land s'est rapproché du Conseil local du handicap pour faire des actions communes. Et je pense que ça peut aider. Alors, ce n'est pas la solution miracle, hein, mais je pense qu'il faut y arriver. Ouais, bon, très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour essayer de gagner du temps, est-ce qu'il y a une autre question? Comme ça, en même temps, on essaiera tous d'y répondre. Oui? Alors, concise, hein? Oui, allez, vas-y. Non, j'ai pas peur, mais je te connais quand même. Mais non, mais... Ah oui. Vas-y, allez. C'était quoi là? C'était celle-là la question, je suis sûr que c'est toi. Ça. Non. C'est pas ça? C'est pas toi? Non. D'accord. Déjà, je travaille en ESAT, établissement de service d'aide au travail, je ne sais pas si vous le savez. Voilà. Je suis président d'une association, j'ai coécrit un livre, N'être handicapé, un combat pour la vie, j'en ai du 1100 à peu près, à quelque chose près, en 4 ans. La question, pourquoi les jeunes et le moins jeunes handicap de l'ESAT sont prescrits à un salaire d'un niveau très bas et niveau, je ne sais pas si vous l'avez vu,
sais pas si vous avez vu l'émission ou la vidéo de Thibaut Petit, Oui. comment je t'ai dit par SMS. Si les gens ont lu Handicap à vaincre, a tout compris. Moi, je ne l'ai pas lu comme j'ai du mal à le faire comprendre, mais ma mère me l'a donné des réponses en me disant on n'a pas assez de salaire, on n'a pas assez de travail en sous-traitance. Nous, à l'ESAT, je vous invite à les 3, grâce à Cyril, ou les 5 même. Cyril viendra. Promis. Vous. Voilà, j'aimerais que vous veniez voir la maladresse des patrons des ESAT, comme ils ne voyaient pas les erreurs. En tant que président d'association, il y a des réunions, publiques. Le mardi, c'est tous les mardis malheureusement. Et on se fait taper sur les doigts. Comme on n'a pas le droit d'y aller, on y va quand même, mais on n'est pas payé. Mais qui paye? Est-ce que c'est le patron ou est-ce que c'est l'État qui nous donne de l'argent pour ça, pour des réunions spécialisées dans les États ou d'autres? Ouais. La question est, pourquoi les jeunes des États n'ont pas le droit d'être députés, n'ont pas le droit d'être financiers? Pourquoi on n'a pas le droit d'être dans le monde politique? Je pense que... C'est bien, Benoît. Je pense qu'à un moment donné, j'ai eu Emmanuel Macron, pardon madame, ici, présente. Je l'ai vu en vrai. J'ai parlé 15 minutes avec lui, ou 15 secondes, je ne sais plus. Mais c'est énorme. C'est énorme. On va essayer de vous faire le voir. Comme Thierry Lavie, maire de Lourdes, c'est un grand copain de Macron. Ah. Voilà, mais à un moment donné, cette fille, elle doit avoir Macron. Exactement. Voilà. On va l'aider. Merci beaucoup, Benoît. Oui, non, mais t'inquiète pas, il a noté. Jean-Marc. Alors moi, c'est pas une question en fait, c'est un constat. Je suis président d'association, je suis le fondateur de l'association nationale handicap. Je reconnais bien Jean-Michel, puisque nous on a 160 structures sur le territoire français, plus de 5500 personnes accueillies, une maison des aidants par le sport à Bayonne, et l'Atlantique, je suis désolé. C'est pas grave. Et donc voilà, mais je vais revenir sur deux choses. Charles t'a parlé de formation. Si aujourd'hui on a des parasurfeurs ou des surfeurs qui peuvent aller dans l'eau, c'est parce qu'on a créé une formation. Cette formation est essentielle. C'est le socle du vivre ensemble. Et moi je ne parle même pas d'inclusion, puisque l'inclusion on en parlait il y a des années avec Cyril, et moi je parle de vivre ensemble aujourd'hui. Lou, elle a parlé des problèmes de financement. Moi, je me bats toute l'année pour amener cette équipe de France. Je suis le sélectionneur de cette équipe. Je me bats toute l'année. Aujourd'hui, l'État nous donne 10 000 euros. 10 000 euros pour le développement de tout le sport para-surf adapté, puisqu'on a une double délégation, parasup et parasup adapté. 10 000 euros pour faire le développement. Amener l'équipe de France. Former et éduquer en compétition ces jeunes. Les faire vibrer, et bien en fait, on n'a absolument rien. L'État est défaillant. Elle parlait juste de nous appeler, même pas nous appeler, nous envoyer un message, pour féliciter cette équipe. Il n'y a pas de félicitations. Et le pire, c'est que le CPF ne félicite pas non plus. Alors ça c'est grave. Comité paralympique sportif, du moment qu'on n'est pas paralympique, on ne compte pas. Donc voilà ce que c'est aujourd'hui le sport et le parasport en France. Je voulais juste faire ce petit constat. Merci Jean-Marc. Courage Jean-Marc. Il y a des départements militants. Merci beaucoup. Alors, on est très pris par le temps, donc nous avons une intervention de questions. Qui veut tenter de répondre à l'une d'entre elles? Allez, Sébastien. Ou même tout le monde, si vous voulez, oui. En mot de la fin. Mais pour la question des ESAT, on a un véritable sujet, et quand Charles parlait de la condamnation de la France par l'ONU, ça fait partie des sujets. Et vous l'avez évoqué
également sur le fait de ne pas pouvoir être député ou être candidat par exemple, c'est également un sujet. C'est un grand sujet. Et c'est aujourd'hui ce qui vient faire la distinction entre quelqu'un qui a une situation de handicap, qui se retrouve dans un établissement, qui se retrouve dans un établissement d'aide au travail. Et on voit bien que là-dedans, c'est un monde à part. Et on voit bien que depuis peu, vous avez le droit de faire grève, vous avez le droit au ticket resto. Oui, mais on voit que c'est quand même quelque chose de très limité. Sauf que votre retraite, votre salaire et toutes ces questions-là ne sont pas basées alors que vous travaillez. Et on voit bien que là-dedans, on a un grand sujet. Et il va falloir qu'on pose véritablement la question de la désinstitutionnalisation. Parce que c'est le cœur du sujet. Et qui va avec l'autodétermination. C'est-à-dire que l'on puisse choisir là où on veut vivre. Et ça, c'est un sujet essentiel. C'est ce que vient écrire la Convention de l'ONU et que l'on ne sait absolument pas approprier. C'est un enjeu central aujourd'hui. Ensuite, sur ce que vous évoquez, Madame, sur la prise en compte, notamment, des personnes, des associations. Moi, sur la question du fonctionnement à l'Assemblée, et je crois que ça doit être valable absolument partout, c'est pour ça que la question de est-ce qu'il faut une nouvelle grande loi, non. Maintenant, il faut que la question du handicap, et j'y mets, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la question de l'écologie, devrait être présente dans tous les sujets. Il ne doit pas y avoir un texte de loi, une proposition de loi, qui doit être écrite, proposée, sans que la question du handicap, l'impact du handicap, soit intégré. Et tant qu'on n'aura pas ça, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'on a vu cette question au mois de septembre, on a eu un nouveau gouvernement, et nous n'avions pas de ministre du handicap. Et alors, il y en a beaucoup qui se sont inquiétés, qui ont déploré cette question-là. Moi, ça ne me gênait pas du tout. Parce qu'en fait, quand on voit la précédente, quel était son bilan? Rien. Non, mais rien. Et on voit bien que dès qu'on a un ministre chargé du handicap, dès qu'il y a une question du handicap, vous avez un problème de transport, vous allez voir la ministre du handicap. Bon, ce serait bien d'aller voir le ministre du transport. Vous avez un problème de logement, vous allez voir la ministre du handicap. Ce serait bien d'aller voir le ministre du logement. Et je crois que c'est la seule question aujourd'hui, si chacun ne prend pas sa responsabilité, et ça vaut pour vous, monsieur le maire, et tout le conseil municipal, ça vaut pour nous à l'Assemblée nationale, mais ça implique que tous les professionnels soient formés dans l'écriture de la loi, et que nous, quand on écrit une proposition de loi, si ce n'est pas intégré la question du handicap, eh ben, elle n'est pas validée, et elle n'est pas publiée. Et je crois que c'est quelque chose aussi simple que ça. Et là, pour le coup, ça aurait un côté radical, sans rentrer dans les sanctions, mais que ça puisse se faire comme ça, et là, ça changerait radicalement. Merci beaucoup. Allez. Pour aller à l'autre bout du spectre sur le volet citoyenneté, sans revenir sur les inégalités, elles seraient extrêmement multiples, il y a aussi un problème d'accès à la citoyenneté, même accès au vote. Le problème de la malinscription sur les listes électorales est extrêmement plus important. La question de l'accessibilité, je parlais de la question du FALC, et moi j'ai tendance à dire que le handicap, on parle de chiffres qui vont de 6 millions jusqu'à 18 millions, et selon la façon dont on compte, le premier parti de France. Donc il doit être justement considéré dans l'écriture de la loi, c'est ce qu'avait évoqué Sébastien, je crois que c'était au QAG que tu avais évoqué ça, mais tu as peut-être fait des propositions, mais je suis là après toi, avec une étude d'impact préalable. Oui, c'est une vision systémique, systématique qu'il faut porter. Après, voilà, dans le contexte actuel, avec les députés que l'on a, on fait avec ce qu'on a. Donc d'un âne, on ne fait pas un cheval de course. Donc on essaye de faire avancer les choses aussi modestement, et puis après on verra, il y a d'autres échéances, peut-être on aura des assemblées un peu différentes et plus sensibles. Pardon. Merci. Attends, il faut qu'on conclue. Il est tard, mon cher Benoît. Je crois que par rapport à la loi des votes, je crois que les curatelles et les tutelles sont obligés de donner le droit de vote à toutes les personnes handicapées depuis tous 3 ans. Pas plus. Ça marche, Il Benoît. faut vérifier, Mais après, tu en parleras avec le député, juste après. Juste pour terminer, pour conclure, alors le mot de la fin, parce que là on a vraiment dépassé, c'était extraordinaire. Alors, tu m'en voudras pas Jean-Michel, je vais proposer à Lou un petit mot de la fin. Alors, Lou, qu'est-ce que tu peux nous dire? Si tu peux nous donner quand même un peu d'espoir dans ce marasme de toutes ces lois qui ne sont pas respectées. Ben, les choses évoluent, pas aussi rapidement qu'on le voudrait, bien sûr. Mais je pense que le moyen aussi de faire évoluer les choses, c'est d'en parler comme
comme n'importe quelle différence, une couleur de cheveux ou sans tabou. C'est ça qui nous a permis de bien évoluer ces dernières années, je trouve. Et montrer que c'est la norme, en fait, et qu'on n'est pas censé être des gens à part des autres citoyens, et aussi se renseigner sur l'handicap pour mieux comprendre le monde. On se renseigne, et je trouve c'est important de se renseigner sur tout type d'handicap, comme on se renseigne sur la géopolitique, etc. Donc voilà, mais merci beaucoup en tout cas d'être là aujourd'hui et de vous intéresser à des sujets comme ça, qui pour certains ne vous concernent même pas directement. Donc merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et donc, on vous invite à un petit pot et comme ça on pourra continuer tous à discuter ensemble autour d'un moment de convivialité. Je vous remercie encore. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci monsieur les législateurs pour tout le travail qu'il vous reste à faire. Merci Jean-Michel encore pour tout ce que tu fais, tout le bonheur que tu apportes à tout le monde quand tu fais tes raids, mais bien sûr. Merci Lou. Tu nous mets des éclats dans les yeux et tu portes beaucoup d'espoir, on compte sur toi. Et Charles, mon grand ami Charles, hein, tu nous fais les lumières dans cette obscurité. Merci Charles. Allez. Merci Charles.